D'accord, comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Eh bien, ça y est, le signal du phénomène El Niño est officiellement annoncé pour les États-Unis. Hier, nous disions déjà qu'il rapportait que le phénomène El Niño s'était activé, et aujourd'hui, l'entrée de ce phénomène est officiellement confirmée pour les États-Unis. Enfin, pour le monde entier, n'est-ce pas? Parce qu'au final, c'est un phénomène qui affecte différents endroits du monde. Passons aux détails de ce que l'on sait, et bon, évidemment, c'est le sujet du moment, n'est-ce pas? C'est ce dont je veux qu'on parle, et évidemment, s'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder, nous le ferons aussi avec plaisir. Voyons quelles sont les villes qui pourraient être les plus touchées par ce phénomène, mais la configuration météorologique mondiale menace également d'aggraver les inondations et les vagues de chaleur, selon ce qu'a rapporté l'Administration nationale océanique et atmosphérique, la NOAA. Avec ce rapport, il devient clair que l'alerte dont nous vous avions parlé ici depuis des mois, nous vous avions dit, écoutez, il y a des rapports scientifiques qui disent que le phénomène El Niño va être un phénomène fort et qu'il pourrait même arriver plus tôt que prévu, n'est-ce pas? Il y avait donc une énorme possibilité que cela se produise. Nous vous l'avons expliqué ici en détail et voilà, c'est aujourd'hui que cela arrive. Pour nous, c'est un jour très spécial, aujourd'hui 12 juin, parce qu'au final, ce que nous vous annoncions se confirme. Et, cela nous rend un peu fiers de savoir, que notre service d'information puisse vous fournir des informations précieuses pour vous préparer, n'est-ce pas? Pour être prêt à toute situation et aussi, pas seulement pour cela, mais aussi pour discuter, pour vous divertir, mais surtout, plus important que tout, pour vous annoncer à l'avance certaines choses que l'on commence à observer. Les informations que nous partageons, ce n'est ni un hasard ni une devinette, mais c'est évidemment basé sur des sources scientifiques, sur des sources de toutes sortes. Mais au final, cela nous aide à avoir plus de clarté sur ces phénomènes et sur ce qui se passe en général dans les actualités du monde. La NOAA, la fameuse NOAA, a fait une déclaration qui va de pair avec l'OMM, mais aussi avec des universités du monde entier, qui ont chacun déclaré leurs propres prévisions sur la façon dont cette situation évolue. Et ce sont des prévisions, certaines d'entre elles, assez dures, n'est-ce pas? Je ne veux pas non plus qu'on tombe dans l'exagération ou quoi que ce soit, juste dire les choses telles qu'elles sont, n'est-ce pas? Selon ce que disent ces avertissements, que les préparatifs soient donc la responsabilité de chacun, n'est-ce pas? Que chacun prenne la responsabilité de ses propres préparatifs, parce que bien souvent on a l'information et on ne fait absolument rien. Je pense qu'il faut être responsable, n'est-ce pas? Voyons. Les projections suggèrent que ce phénomène El Niño pourrait dépasser les 3 degrés Celsius, ce qui ferait de cet épisode le plus intense jamais enregistré dans l'histoire. N'est-ce pas? Je pense que cela en dit déjà beaucoup, non? Des experts du Centre international de recherche du Pacifique, situé à Hawaï. Cet archipel a donc observé et affirmé qu'il n'existe aucun précédent historique comparable, dans les conditions de ce réchauffement supplémentaire. Parce que, regardez, une chose c'est le réchauffement normal que la planète connaît en ce moment. Enfin, normal, je veux dire supplémentaire, n'est-ce pas? Qu'elle connaît déjà, mais en plus de ce réchauffement qui se produit année après année, il y en a un supplémentaire cette année, qui est celui du phénomène El Niño. L'Amérique risque des précipitations plus intenses, tandis que les régions du sud et du sud-est de l'Asie, l'Australie et certaines régions du sud de l'Afrique connaîtront un risque accru de sécheresse. Les scientifiques rappellent que le précédent épisode El Niño a coïncidé avec les années les plus chaudes jamais enregistrées au niveau mondial. Donc cette année pourrait être peut-être encore une fois l'année la plus chaude de l'histoire. Du moins dans l'histoire documentée, évidemment, n'est-ce pas? Aux États-Unis, il existe un effet positif possible, car l'activité des ouragans dans l'Atlantique va probablement diminuer. Donc pour les amis des Caraïbes, ce que je suis en train de dire est peut-être une bonne nouvelle. Autrement dit, tous les changements climatiques ne sont pas négatifs pour tout le monde. Parfois, certains en tirent profit. Et dans le cas de l'Atlantique, c'est-à-dire le golfe du Mexique, la mer des Caraïbes, tout cela, n'est-ce pas, va avoir moins d'activité que la normale. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'ouragan ni qu'il faut relâcher la vigilance. Mais disons que l'effet des ouragans ne sera pas de grande ampleur, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y aura quand même des ouragans. Ne vous reposez pas sur vos lauriers et restez attentifs, d'accord?
C'est une bonne nouvelle dans la mesure du possible, et de ce côté, dans le Pacifique, eh bien, il y aura une activité plus importante. Oui. Sí. Cependant, les côtes de l'ouest des États-Unis ou du côté ouest du Mexique ou du Pacifique pourraient faire face à un risque accru d'inondations côtières et à une prolifération d'algues nuisibles associées au réchauffement des océans. Les pays les plus vulnérables pourraient en subir, ou plutôt souffrir, des conséquences plus graves en raison des pertes agricoles possibles, de la pénurie alimentaire et de la hausse des prix résultant des perturbations climatiques. Face à cela, une liste des villes considérées comme les plus à risque a été publiée. Regardez, d'emblée, on vous dit que les villes qui connaissent déjà un climat extrême sont justement celles qui risquent le plus d'avoir des problèmes. Maintenant, des chercheurs d'Oxford, de l'université d'Oxford, ont publié une évaluation mondiale. Ils ont réalisé une étude à l'échelle mondiale et ont identifié et classé 220 grandes villes selon leur risque face à la chaleur extrême. Eh bien, l'étude est également parvenue à la confirmation officielle du phénomène El Niño, c'est-à-dire que la NOAA l'a déjà fait, l'OMM aussi. Maintenant, c'est au tour de l'OMS. L'université d'Oxford publie également sa confirmation du phénomène El Niño, n'est-ce pas ? Je pense aussi que c'est important. Comment vas-tu, Marvin ? Merci à ceux qui nous soutiennent. Beaucoup ne s'intéressent pas trop au climat, mais pour moi, c'est essentiel. Je vous remercie de me dire si vous aimez que je parle de ce sujet pour que je continue à le faire. D'accord ? Oui, c'est important à savoir, sinon je continuerai à enquêter, mais je n'en parlerai peut-être plus. Oui, c'est important que vous me disiez si le sujet vous intéresse, n'est-ce pas ? Énorme salut au chiffre 247. Il évoque la chaleur des Caraïbes. C'est comment ? Ce sera aussi plus intense. Dans les Caraïbes et le Pacifique, la chaleur augmente. Mais lors du phénomène El Niño, un processus atmosphérique empêche la formation complète des ouragans. Je n'insiste pas, il y en aura quand même qui vont se former, mais il y en aura moins, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on pense. Donc de toute façon, il va y avoir de la chaleur. Oui, ça va être assez fort, disons. Non, donc dans ce sens-là. On s'attend à des records de chaleur pour cet été, alors ne nous reposons pas sur nos lauriers. Ça pourrait arriver. Salut Elisabeth, comment vas-tu ? Un grand salut. Je crois que seule la régie plaisante toujours sur des montées, remontées. La seule personne de Monterrey, ou l'une des rares personnes de Monterrey qui nous remercie, merci à tous les compatriotes. Marvin, comment vas-tu ? Dora, salut. Un grand salut à la communauté qui nous regarde en différé. Eh bien, des chercheurs de l'université d'Oxford ont décidé. Identifier les villes les plus à risque. Il se trouve qu'il y a une ville qui s'appelle Al-Bayar, Bachar, qui, heureusement pour nous, est loin, mais pas pour eux, n'est-ce pas ? Évidemment, je veux que vous regardiez cette ville. C'est la ville qui aurait le plus de problèmes dans le monde en ce moment pour cette année 2026 en ce qui concerne les records de température. Regardez. Elle se trouve dans cette zone, non ? Voyons, mettons-la à l'écran. Elle est ici, regarde. C'est dans cette zone de l'Irak, c'est-à-dire entre l'Irak, le Koweït, l'Iran, toute cette région. C'est là qu'on s'attend à ce qu'il soit. Regarde-moi ça. En ce moment, il fait 46 degrés et la chaleur n'a même pas encore atteint son pic. N'est-ce pas ? Cette zone entre le Koweït, l'Irak, l'Iran, toute cette région, c'est là où il fera le plus chaud en ce qui concerne les villes extrêmes, n'est-ce pas ? Mais il y a aussi des villes comme Amman, Ahmadabad, Nagpur en Inde, Bamako au Mali, Bagdad, la capitale de l'Irak, Faisalabad au Pakistan. Ouf, on a de la chance, on a échappé au fait de vivre dans les pires villes en ce qui concerne le climat. Je veux dire, les pauvres là-bas, il vaut mieux qu'ils ne nous voient net même pas parce qu'ils vont se sentir encore plus fragiles. Mais bon, c'est bien de savoir que non, que ce n'est pas nous, que ce n'est pas à nous que ça arrive, non ? Maintenant. Attention au sud du Pacifique, en Asie, je pense que c'est là que ça va être le pire, la région la plus compliquée, le Pacifique sud de l'Asie, Taïwan, là-bas pour Marcia Alexandre. Je salue la communauté qui nous regarde là-bas, au Japon, aux Philippines, en Thaïlande, etc. La Chine, évidemment, dans toute cette zone, va avoir un potentiel de risque plus élevé, n'est-ce pas ? L'une des découvertes majeures, c'est que le danger ne dépend pas seulement de la température, il dépend aussi, ils ont fait une étude plus large, pas seulement climatique, mais ils ont dit, voyons, analysons aussi le contexte social, c'est-à-dire la pauvreté dans la région, n'est-ce pas ? Comment est l'infrastructure ?
Aujourd'hui, tu vois, ici, il fait très chaud, mais il y a aussi des rivières, des forêts, il y a ceci, il y a une certaine prospérité, les gens ont leur climatiseur, leur petit ventilateur, peu importe, il y a de bons matériaux de construction, donc les gens s'en sortent bien. Non, ce n'est pas le cas partout, mais il y a d'autres régions où c'est l'opposé. Des destinations touristiques très populaires, comme par exemple le Caire, seraient aussi parmi les zones les plus à risque cette année en ce qui concerne la chaleur. Bangkok, Hanoï, Jaipur, Ho Chi Minh, oui, sont également désignés par les chercheurs comme l'un des pires endroits où se trouver cette année. Les experts avertissent que ces heures de forte chaleur provoquent déjà de plus en plus de décès chaque année. Nous parlons ici des heures de chaleur à l'échelle mondiale. Des milliers de personnes perdent la vie, que ce soit directement ou indirectement à cause de la chaleur, des coups de chaleur, mais aussi d'autres maladies préexistantes qui s'aggravent avec la chaleur supplémentaire. N'est-ce pas ? Les chercheurs ont également pris en compte la présence d'arbres, l'accès à la climatisation, l'accès à un rafraîchissement urbain, c'est-à-dire des endroits avec beaucoup d'espaces ombragés, de petites places avec des arbres, tout ce genre de choses a été étudié. Pour identifier ces zones les plus touchées, n'est-ce pas ? Nous les avons déjà vues. En revanche, par exemple, Londres, Glasgow, Birmingham figurent parmi les moins vulnérables dans l'analyse globale. Donc, la conclusion pour ces pays, c'est-à-dire les pays d'Arabie Saoudite, en général du Moyen-Orient, sont avec l'Inde. N'est-ce pas ? Et le Pakistan et toute cette région sont les zones les plus à risque pour vivre cette année en termes de climat, n'est-ce pas ? Et en ce qui concerne le climat, eh bien, il y a aussi un peu la guerre, n'est-ce pas ? Je veux dire l'Irak surtout, l'Iran, toute cette région. Eh bien, on sait déjà comment ça se passe. C'est incroyable. Parce que tu te dis encore, bon, Dubaï, l'Arabie Saoudite, ces pays-là, ils ont aussi des problèmes, notamment avec la chaleur, parce qu'au final, ils sont dans la même région, mais ils ont énormément d'énergie, beaucoup de climatisation. Il y a plein d'endroits qui ont des fontaines, pour que tu aies un peu de brise, oui, pour que tu sois à l'aise. Enfin, ils ont des zones très climatisées, déjà très adaptées à la chaleur excessive. Donc ça aide aussi, n'est-ce pas ? C'est intéressant aussi, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas exempts de risques, mais c'est intéressant aussi, non ? Bon, voilà pour ce sujet. Passons à d'autres points importants, d'autres rapports. Eh bien, cet individu que nous voyons à l'écran serait-il le nouveau directeur du renseignement national ? Ou peut-être parce que c'est une nomination. Ce n'est pas que Trump le décide et c'est tout. C'est une nomination. On dit que le procureur fédéral Jay Clayton a été choisi pour diriger le renseignement national, car un intérimaire a été nommé après le renvoi de Tulsi Gabbard. Ils doivent maintenant désigner et approuver un nouveau responsable. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé aujourd'hui la nomination de Kay Clayton, l'actuel procureur fédéral du district sud de New York, ainsi que l'ancien président de la Commission des valeurs mobilières, SEC, pour devenir le prochain directeur du renseignement national. Le poste aura la responsabilité de superviser et de coordonner le travail des 18 agences qui composent la communauté du renseignement. C'est-à-dire, il y a la CIA, il y a la NSA, imaginez-vous. Le travail que cela représente, n'est-ce pas ? Il y avait Tulsi Gabbard, une figure assez importante pour le cabinet, pour les proches de Trump, disons, mais qui était aussi critique, n'est-ce pas ? Et il faut que la position des services de renseignement ne soit pas simplement de suivre la ligne du président, mais vraiment d'informer sur ce qui se passe, n'est-ce pas ? Ça aussi, c'est important. Donc voilà. Une autre information que je trouve très intéressante, c'est qu'une étude a été publiée. Une étude majeure a été menée au Royaume-Uni pour déterminer s'il souhaite appartenir à l'Union européenne. 62% veulent rejoindre l'Union européenne et seulement 38% veulent rester en dehors de l'Union européenne. Cela signifie donc qu'il y a un pourcentage très élevé de personnes qui veulent revenir. Ils se sont rendus compte qu'il était nécessaire de faire partie de l'Union européenne et les Anglais veulent maintenant faire un pas en arrière. Ils devront donc se mettre d'accord. Donc pour essayer de revenir à nouveau dans l'Union européenne, parce que ça ne va pas être simple, ça ne va pas être facile, mais il semble que ce sera l'objectif prochainement. D'ailleurs, le Royaume-Uni traverse beaucoup de choses
très curieuse. C'est-à-dire, au Royaume-Uni, il a dû se sacrifier, pour ainsi dire. Lui, c'est le Premier ministre, et voici l'ancien ministre de la Défense. Hier, nous vous avons expliqué comment cela s'est passé. Eh bien, celui-ci s'est sacrifié, pour ainsi dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire la démission du ministre britannique de la Défense. John Haley avait essentiellement un message. C'était quelque chose d'inévitable. Cela allait arriver. Parce qu'au final, des personnes très proches de celui-ci, qui était le Premier ministre, sont tombées parce qu'il a eu ces problèmes, essentiellement non. Et donc, il devait sacrifier quelqu'un. Parmi eux, c'était donc ce personnage qui devait tomber. Et d'ailleurs, il a aussi critiqué Starmer parce qu'ils n'investissent pas ce qu'ils avaient promis pour la question de la défense, n'est-ce pas? Un autre point à noter concernant les politiciens internationaux. Vous vous souvenez de lui? Vous vous souvenez de lui? Quel personnage complètement dingue. Quel personnage fou, sincèrement. Je parle de Kim Jong-un, Corée du Nord, et ce fou de Corée du Sud. Eh bien, Yoon Suk-yeol, l'ancien président de la Corée du Sud, eh bien, il a essayé de faire un coup d'État. Vous vous souvenez? Il a essayé de dissoudre le Parlement. De force avec les militaires et tout, mais heureusement, le Parlement a réussi à siéger alors que l'armée voulait intervenir, et ils ont signé un document pour annuler l'ordre du président, pour le contrer avec un acte officiel. Il présente dans le document aux militaires, les militaires le lisent et disent de d'accord, c'est en ordre, puis ils se retirent et quittent les lieux. Heureusement, l'armée a agi légalement en obéissant au président qui lui ordonnait de prendre le Parlement. Mais le Parlement a dit « Mais ici, j'ai un ordre qui dit non et qui prévaut sur celui du président, alors l'armée s'est retirée, mais elle a quand même essayé. » Le fait étant qu'il a essayé, et donc face à cela, et au fait qu'il a d'abord envoyé des drones militaires en Corée du Nord pour voir si la Corée du Nord tomberait dans le piège, se fâcherait et leur tirerait dessus. Ainsi pour dire « Hey, nous sommes en guerre, je ne peux pas quitter la présidence ». Non, il ne voulait pas partir. Il voulait agir comme ici, comme Netanyahou. Qu'il s'engage dans des conflits uniquement pour allonger ces périodes de guerre. Il s'est lancé dans l'embrouille où il voulait s'y lancer, sauf qu'il ne comptait pas sur le fait que Kim Jong-un, la Corée du Nord, ne voulait pas s'en mêler. Il a dit « Écoutez, je suis en train de dénoncer ça. Attention, vous allez avoir des ennuis, mais ne m'envoyez pas de drones. » Ceux du Congrès ont dit « Ce sont nos drones. » Qui les a envoyés là-bas? Pourquoi envoyez-vous des drones en Corée du Nord? Pourquoi êtes-vous en train de le pousser à la guerre? Tout cela était planifié car lui et sa femme étaient enquêtés pour corruption. Et donc, il voulait s'en sortir. Le fait est que tout a déjà été découvert. Je sais que lui aussi a ses partisans, n'est-ce pas? Mais le point, c'est qu'il a été condamné à 30 ans de prison. 30 ans de prison, le verdict a déjà été prononcé. Un président donc qui sera en prison. Selon ce que rapporte le tribunal de Corée du Nord, il a condamné ce vendredi l'ancien ex-président Jung Jae-ol. Eh bien, il y avait des gens qui demandaient sans la peine maximale, c'est-à-dire la peine de mort. Autrement dit, le fait est qu'il va passer 30 ans en prison pour avoir donné l'autorisation, pour avoir autorisé l'envoi de drones. Des drones militaires vers la Corée du Nord. Face à cela, il y a donc une escalade pour justifier peut-être qu'il voulait déclassifier, il voulait justifier une loi martiale, ce qui heureusement n'est pas arrivé. La sentence s'ajoute à plusieurs problèmes judiciaires que le dirigeant a déjà. Donc, qui sait? Les problèmes ne sont pas terminés pour ce personnage avec ce verdict. Et pour l'instant, il pourrait bien passer au moins 30 ans en prison. Nous allons observer les défenses et tiraillements, car parfois ils disparaissent soudainement pour une raison ou une autre, non? Mais le porte-parole du tribunal du district central de Séoul a confirmé que la peine imposée pour l'affaire des drones est de 30 ans de prison, c'est ce qu'ils ont confirmé. Nous verrons si cela change pour une raison quelconque. Car finalement, ces personnages retombent toujours sur leurs pattes, non? D'ailleurs, c'était aujourd'hui l'introduction en bourse de SpaceX, n'est-ce pas? Donc face à cela, Elon Musk devient le premier trillionnaire du monde. SpaceX a réalisé la plus grande introduction en bourse de l'histoire après presque 20 ans, plus de 20 ans, d'existence en tant qu'entreprise privée. La cotation en bourse a commencé à un prix de $150 par action, mais rapidement cela s'est envolé, n'est-ce pas?
Le nombre, la quantité d'actionnaires a augmenté et donc le prix a grimpé, évidemment pour SpaceX, n'est-ce pas? Donc, eh bien, ça aussi, c'est intéressant. Voyons voir si nous avons ici l'augmentation du prix. Comment ça s'est passé? Regarde, c'était combien? Ils ont dit que c'était à 150 $. Ici, ça m'indique, je ne sais pas si c'est correct, mais ça m'indique 600 $. Si c'est le cas, alors c'est une hausse énorme, non? Je vais vérifier tout à l'heure car la donnée est peut-être fausse. Laisse-moi vérifier. La donnée s'affiche comme ça, mais ça me paraît trop. Ce serait une croissance énorme, évidemment, et bon, on verra bien. Voyons ce qui se passe avec ça. Mais le point, c'est que en ce moment, avec ça, s'il était déjà le milliardaire le plus riche du monde, maintenant c'est le méga super milliardaire, n'est-ce pas? Bien sûr, ces personnages ont tout en action, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme s'ils avaient encore cet argent en liquide, n'est-ce pas? Mais bon, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est une introduction en bourse totalement atypique. Plusieurs introductions en bourse auront lieu dans les prochains jours. Des entreprises deviendront publiques et seront cotées. Être coté en bourse, et ça, normalement, ce qu'ils veulent, c'est générer de l'argent. C'est-à-dire à cause des attentes de gains qu'ils ont pour l'avenir, parce qu'en réalité, ils ont pratiquement des pertes, mais c'est à cause des attentes qu'ils suscitent. Que ce soit les voyages sur Mars, ici, là-bas, tout le développement des fusées, c'est-à-dire le fait que la NASA elle-même ait besoin de SpaceX, tout cela a démontré que SpaceX est l'avenir dans le domaine spatial. Et c'est le numéro 1, jusqu'à présent du moins. Eh bien, ça les place dans une position unique où, si tu veux miner à l'avenir, tu devras avoir un contrat avec SpaceX. Si tu veux aller sur la Lune, contrat avec SpaceX. Si tu veux aller sur Mars, contrat avec SpaceX, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Ce Starlink veut envoyer des satellites, veut envoyer ceci. Eh bien, SpaceX, au final, SpaceX est en train de devenir une entreprise très très précieuse. Beaucoup avaient déjà dit que Tesla n'était que le début, que SpaceX allait valoir bien plus, et on ne sait pas si cela va se réaliser, mais au moins, c'est dans cette direction qu'ils vont, n'est-ce pas? À long terme, mais pas maintenant. Alors bon, un autre sujet qui attire l'attention, c'est que dans cette affaire, juste avant de passer à d'autres commentaires, il y a eu, regardez, une chute d'un hélicoptère. Vous vous souvenez? Un hélicoptère Apache, oui. Un hélicoptère Apache qui a été abattu par les Iraniens, vous vous souvenez? Et c'est pour cela qu'il y a eu la réaction des États-Unis et le bombardement sur l'Iran. Mais vous vous souvenez qu'on a dit « Eh, mais ils disent dès qu'ils ont sauvé les pilotes, là, dans le détroit d'Ormuz. Comment ont-ils fait pour les sauver sans se faire tirer dessus ?» C'est-à-dire, comment ont-ils fait pour aller les chercher? Oui, regardez comment on sait déjà comment ils ont utilisé ça. Ce que nous voyons ici, c'est un navire autonome. Eh bien, c'est un bateau. Faites attention à ça. C'est-à-dire, c'est un bateau. Comment s'appelle-t-il? Eh bien, il peut être contrôlé comme un drone, mais il a aussi une certaine autonomie. Oui, c'est celui auquel nous allons nous approcher un peu. Ce drone s'appelle Corsair et il peut fonctionner de plusieurs façons, y compris en mode 100% automatique. S'il perd soudainement le signal, s'il a une mission par exemple de secourir certaines personnes, il ira alors au point où il pense que se trouve l'extraction. Il attendra des ordres pour quitter cet endroit. Autrement dit, c'était un sauvetage par des robots, comme ce qui se passe en Ukraine. Oui, il y a aussi eu des sauvetages avec des robots. Eh bien, cette fois-ci en mer, le Corsair mesure 7,3 mètres de long et peut transporter jusqu'à 450 kg, atteignant des vitesses d'environ 65 km/h. Il est programmé et a à peu près la taille d'un bateau de pêche avec un pont argenté, selon la description du spécialiste des drones navals de l'Institut Hudson. Brian Clark est bon. Eh bien, c'est l'un de ceux-là. Des missions qui vont entrer dans l'histoire comme une mission, de sauvetage unique en plein moment, en pleine attaque et en plein combat, où tu es sauvé par un robot en pleine mer. C'est vraiment quelque chose de rarement vu. Ceci est un hélicoptère Apache qui serait similaire à celui qui a abattu l'Iran, n'est-ce pas? Mais il tombe dans la mer. Ils tombent sans trop de mal, ils sont vivants, sans blessures vraiment graves, mais sans que personne ne puisse les secourir. Ces deux membres d'équipage, alors il y avait un de ces bateaux qui naviguait à proximité et il est immédiatement allé là-bas, les a secourus et les a ramenés. Donc nous assistons à des moments très intéressants sur ce sujet. Bon, passons à d'autres sujets.
Moi aussi, je veux aller sur la Lune. Vraiment, Pantelita comme ça jusqu'à Mars, j'aimerais même y faire un tour. Et comment allait Pantelita Erika Paredes? Comment a-t-il été en tant que fidèle de Pépé en vivo depuis 2001? Avant que YouTube n'existe, eh bien non, parce que YouTube a commencé en 2005. Donc, ça devrait être vers 2007, je crois que c'est à ce moment-là que cette chaîne a été créée. Peut-être que Jorno suivait déjà, non? Où est-ce le problème? Merci beaucoup Erika, je te salue chaleureusement. Merci aussi à Marvin et Eliseo. Comment vas-tu, Blanca Barcelona? Elle dit, une année des milliers d'animaux d'élevage sont morts à cause de la chaleur. Elle dit, oui, oui, oui. Tu te souviens? Tu parles de celui du Pakistan? Là-bas, c'était l'inondation, non? Mais bon, bien sûr, ça affecte l'agriculture, ça affecte l'élevage, ça affecte même l'humeur, n'est-ce pas? De nombreuses régions, n'est-ce pas? Oui, oui, ça frappe fort. On va voir comment ça va arriver, on va voir comment ce sujet du Super Niño va se présenter. Comment tu vas? Carteranayo. Oui, comment ça va? Salutations à toute la communauté qui nous regarde au Brésil. D'ailleurs, nous recevons beaucoup de commentaires en portugais. Un grand salut à vous. Au Portugal aussi, j'imagine. Salutations, Eliseo. Comment vas-tu? Écoutez, souvenez-vous, espace ouvert. Laissez votre commentaire avec votre voix et tout ça pour qu'on puisse vous écouter, pour pouvoir publier ici votre commentaire, pas votre opinion. Votre rapport, où que vous soyez, que vous ayez, eh bien, que vous continuiez à avoir un espace ici. Utilisez-le avec responsabilité et envoyez-nous votre rapport ou message. Nous serons ravis de vous écouter ici. Évidemment, écoutez, je reviens tout à l'heure parce qu'il semble qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Donc, restons attentifs. C'est le week-end. Profitez de ce vendredi. Merci beaucoup de partager, d'être resté un moment avec nous. Nous continuons à discuter, une énorme accolade. Nous continuons à parler. À bientôt.